bienvenue dans le flot conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flot à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flot, tout simplement. Et bonjour, bienvenue dans le flot conscient, nouvel épisode cette semaine sur notre série des chakras et en fait, je triche. Cette semaine, je triche et je vais te parler des 3 derniers chakras dans un seul épisode parce que par rapport à mon planning de publication, pour être parfaitement transparente avec toi, c'est beaucoup plus cohérent pour moi de rassembler ces 3 chakras et aussi parce que tout est toujours justifiable et aussi parce que depuis le début de cette série sur les chakras, je t'ai publié un épisode par chakra et j'avais un peu envie que tu comprennes, si ce n'est pas déjà le cas, qu'en fait, évidemment, les chakras fonctionnent ensemble. Cette dimension énergétique, ce système-là, on ne dissocie pas les chakras les uns des autres. En fait, pour la compréhension, ça peut être intéressant de les étudier un par un, mais en fait, il faut assez vite piger le truc que, à l'image d'un mécanisme qui comprend différents rouages, en fait, tout va ensemble. Donc, par rapport à mon planning de publication et par rapport à cet argument de compréhension, on va dire, un petit peu plus subtil du fonctionnement de nos chakras, je vais te parler aujourd'hui des 3 derniers chakras qu'on appelle les chakras supérieurs, qui concernent davantage notre rapport à la conscience, à la connaissance de soi et à notre place dans le monde. Donc on va réunir Vishuddha, le chakra de la gorge, Ajna, le chakra du 3e œil, et Sahasrara, qui est le chakra couronne. Donc, on va les détailler un petit peu l'un l'autre, et puis après, on va les envisager. On va envisager en fait leur correspondance et leur fonctionnement commun. Donc, au début, rappelle-toi, on avait parlé de Muladhara, la racine, Svadhisthana, la fluidité, Manipura, le feu, et puis on a vu il y a 15 jours maintenant, puisqu'il y a l'épisode du lion qui a coupé cette série, on a vu il y a 15 jours maintenant l'épisode qui parlait de Anahata Chakra, le chakra du cœur. On explore cette semaine les 3 donc derniers chakras, et je les rassemble parce qu'en fait, tu vas comprendre qu'ils appartiennent à une même dynamique, ils représentent une même dynamique. Une fois que mon corps est suffisamment stable, et je te parle des chakras inférieurs, une fois que mon corps est suffisamment stable, que mes émotions circulent librement, que ma confiance a grandi et que mon cœur s'ouvre pour me permettre d'être en relation, il y a quelque chose d'autre qui vient. Il y a quelque chose d'autre qui devient possible. On peut commencer à réaliser son potentiel de développement personnel, de connaissance de soi, de spiritualité. On peut commencer à développer ça de façon beaucoup plus importante en fait. On peut vraiment s'expanser et sortir de cette dimension un tout petit peu trop pragmatique et étriqué. Peut-être que ça va nous permettre de donner du sens à notre existence et de voir les choses avec plus de clarté. Dans les traditions yogiques, les chakras supérieurs, ça veut jamais dire meilleur qu'eux. Supérieur, c'est juste parce qu'ils sont au-dessus, en fait. Supérieur aux autres qui sont en dessous. Ça constitue pas un objectif à atteindre et c'est pas une question de développer son pouvoir. Ce serait illusoire de vouloir développer son intuition si tu négliges d'où tu viens, ton héritage, ton ancrage, ou de chercher une élévation spirituelle si tu prends pas soin de ton temple, de ton corps. Dans le yoga, on parle de ça. Et dans le yoga, on nous rappelle systématiquement que tout est relié. D'accord ? Il n'y a pas de branche s'il n'y a pas de racine. Et inversement,
je dirais. Les racines vont forcément donner lieu à des branches, vont forcément nourrir les branches. Et les branches n'existent pas sans les racines. Tu vois, tout ça, sont des choses qui se répondent, qui se parlent, qui fonctionnent ensemble. Donc, rapidement, je vais d'abord te présenter Vishuddha Chakra. Donc, je te rappelle qu'on vient de l'espace du cœur. Anahata Chakra, qui est le chakra de couleur verte et qui vient nous mettre au contact de la communication, enfin pas la communication, mais le lien à l'autre. Parce que pourquoi je dis pas la communication, pourquoi je précise? Parce que la communication, c'est ce qu'on trouve dans Vishuddha Chakra. Donc déjà, Vishuddha, c'est le 5e, situé au niveau de la gorge, on l'associe à la thyroïde, au larynx, on l'associe à l'ouïe, tout ce qui va être au niveau de la phonation et au niveau de l'expression de soi. Vishuddha, ça signifie purification en sanskrit. Mais purification, ça ne veut pas dire ce qui est parfait. Purification, c'est plutôt ce qui est vrai pour soi, ce qui est aligné, ce qui est juste pour soi. Donc en fait, on va essayer de se dépouiller de tout ce qui ne nous appartient pas pour nous resserrer, pour revenir vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus vrai, qui est beaucoup plus véritable, sincère et connecté à nos valeurs profondes. Vishuddha pose la question essentielle, est-ce que ce que je dis est en accord avec ce que je ressens? Et donc, il va nous inviter à observer notre manière de communiquer, mais aussi, on a parlé de l'ouïe, notre capacité à écouter, notre compétence à poser des limites, justement pour rester aligné à ce qui nous correspond, et également notre créativité. Le yoga va nous enseigner qu'une parole juste, c'est une parole qui relie. Elle n'a pas besoin d'être forte, elle n'a pas besoin d'être plus puissante que les autres, elle a simplement besoin d'être sincère. Et dans Vishuddha Chakra, à chaque fois que je parle de Vishuddha Chakra à mes élèves, je les invite à relire, lire ou relire les accords Toltec, les 4 accords Toltec. Pourquoi? Parce que s'exprimer, dire ce qu'on a au fond de soi, vouloir être authentique, sincère, nanani nanana, ça doit pas être une autorisation pour dire tout et n'importe quoi, pour être blessant, pour être maltraitant, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce que tu dis, ce que tu exprimes, va être reçu. Là où toi, tu aimes qu'on prenne en compte tes sensibilités, tes blessures, ta fragilité, ton histoire de vie, normal, on aime être considéré dans ce qu'on est et on n'a pas envie de se faire bousculer tout le temps. Donc, si c'est ce que tu espères pour toi, tu dois pouvoir l'appliquer quand tu t'adresses à quelqu'un. Parce que sortir la carte de oui mais moi je dis ce que je pense, oui mais moi je suis franc, oui mais moi je suis honnête, avec moi c'est comme ci, comme ça, et puis je le fais parce que je suis quelqu'un de très authentique, non, non. Ça c'est simplement une manière de justifier une parole que tu sais être maltraitante. Et c'est non. Et franchement, je le dis et je sais ce que je dis parce que j'ai souvent été cette personne qui, sous couvert de franchise, s'autorise un max de trucs blessants. Et franchement, j'ai vu la peine que ça fait, j'ai observé le mal que ça peut déclencher chez les gens. Je ne crois pas que dégainer la carte honnêteté, dans ces cas-là, ce soit une bonne chose. Donc, on a dit, Vishuddha Chakra, tout ce qui est en lien avec le larynx, la gorge, la thyroïde, la phonation. L'expression de soi qui peut aussi prendre d'autres formes, c'est pas forcément l'expression verbale, ça peut aussi passer par la peinture, le dessin, le chant, la danse. Il y a beaucoup de manières de s'exprimer qui ne sont pas forcément liées à la parole. Le langage non verbal aussi est très associé à Vishuddha Chakra, mais on n'oublie pas que c'est l'ouïe le sens qui est associé à Vishuddha. C'est-à-dire que ce que tu vas dire va être reçu. Et lorsque ce n'est pas reçu par quelqu'un, c'est au minima reçu par toi-même. Ce qu'on se dit dans notre tête, on l'entend. Et parfois, je suis mon pire bourreau lorsque j'émets des critiques, des jugements acerbes concernant ce que je fais, ce que je suis, la manière dont je me comporte.
mes capacités, mes errances, mes échecs, mes succès, ce que je dis de moi, je l'entends, en fait. Et je suis capable de me blesser moi-même. C'est un peu bizarre, hein, mais c'est vrai, je suis capable de me blesser moi-même. Donc, n'oublions jamais que oui, l'expression de soi, oui, essayer de développer une parole sincère, juste, dépouillée de tout un tas de conditionnements, de filtres, de croyances, bien sûr. Mais il y a une sensibilité en face qui va recevoir ce que j'ai à dire. Et si je cherche l'alignement et si je cherche la justesse, il faut aussi que je considère l'autre. Ça peut pas être que moi qui balance ce que j'ai dans le crâne, comme ça, hop là, tu vomis tout sur la table et tu laisses les autres trier. Non, ça peut pas marcher. Parce que ça, c'est extrêmement maltraitant comme attitude. Donc il faut faire assez attention à ça et cultiver aussi une forme de retenue. Et parfois, la meilleure communication, c'est le silence. Lorsqu'en face de toi, quelqu'un vient pour te parler d'un problème, lorsque quelqu'un vient pour s'épancher, lorsque quelqu'un a besoin d'une oreille attentive, sois cette oreille. Sois cette oreille et ne sois pas obligatoirement cette bouche. Accueille, reçois. Parce que parfois la personne en face, le simple fait, et toi peut-être même tu l'as expérimenté sur toi-même, le simple fait de dérouler la pensée à voix haute va lui permettre, sans même que tu interviennes, simplement ta présence suffit, ou la présence de l'autre peut suffire, sans même intervenir, la personne peut trouver les solutions, trouver la bonne piste de travail, le chemin, sortir de l'impasse. Si quand tu exprimes ce que tu ressens, la personne en face t'interrompt, te coupe, alors oui, l'intention est bonne. La personne, elle va te couper pour te conseiller, pour t'aiguiller, pour t'aider à formuler ta pensée peut-être autrement. Super, l'intention est bonne. Souvent, c'est un piège, l'intention. Mais je suis bien intentionnée. Ça, attention, c'est un piège. Bien sûr, l'intention est bonne. Et toi, quand tu le fais pour quelqu'un, quand tu l'interromps, quand tu donnes un conseil, quand tu proposes une idée, bien sûr, ton intention est bonne. Mais parfois, la meilleure attitude, la meilleure écoute, c'est se taire et laisser l'autre dérouler son truc jusqu'au bout. Et d'elle-même, peut-être, la personne va trouver le chemin. Toi, de toi-même, si on te laisse suffisamment la place, peut-être que tu vas trouver le chemin. Et dis-toi que les fois où tu as été agacé quand quelqu'un te coupait la parole, avec une bonne intention, pour t'aider à voir plus clair dans ta pensée, cet agacement que tu as reçu, que tu as ressenti, il y a de grandes chances que la personne en face, si tu as la même attitude, il y a de grandes chances que la personne en face, elle ressente la même chose. Voilà. Donc je pose ça là par rapport à Vishuddha et je te conseille, si tu ne l'as pas déjà fait, de lire les 4 accords Toltec. Et j'avais également publié un épisode dans la saison 1 du podcast qui parle des 4 accords Toltec. Des pistes pour nourrir Vishuddha Chakra. Sur le tapis, les exercices de respiration qui viennent faire vibrer les cordes vocales, comme Ujjayi par exemple. Ou alors Brahmari, la respiration de l'abeille. Ujjayi, c'est la respiration, on peut dire un peu Dark Vador. C'est une respiration très sonore et en fait les cordes vocales viennent vibrer avec le passage de l'air parce que tu resserres ta gorge et donc ça crée une espèce de son comme ça un peu caverneux. Brahmari, c'est la respiration de l'abeille, donc on bourdonne, c'est pareil, ça fait trembler la gorge, ça va éveiller Vishuddha Chakra. Le mantra qui permet d'éveiller Vishuddha, c'est Om. Chanter Om parce que le Om, ça crée une vibration. Le Om, ou alors on trouve aussi le Ham, H-A-M. D'accord ? Ce sont des mantras, des bija mantras qui viennent faire vibrer l'espace de la gorge. Parmi les postures, on a des postures où on relâche la tête en arrière, comme le chameau par exemple, ou le poisson. On peut aussi avoir des positions dans lesquelles la tête est tournée, comme dans les torsions.
Tu sais, quand tu tournes la tête en même temps que la poitrine, en même temps que ton ventre, évidemment, Vishuddha va venir ici travailler. Quand tu rabats le menton à la gorge, par exemple, d'accord? Quand tu viens chercher ici le bandha, le verrou de la gorge qu'on appelle Jalandhara Bandha, quand tu empêches l'énergie de remonter par le haut, hein, c'est comme quand tu serres le périnée que tu empêches l'énergie d'aller vers le bas. Ici, au niveau de Jalandhara Bandha, ça va activer ton Vishuddha chakra, ton chakra de la gorge. Après, dans les autres techniques, écrire, chanter, tous les moyens d'expression en fait, hein, qui vont te permettre de montrer, de donner à voir, à entendre ce que tu ressens. Développer ta capacité d'expression, donc si tu fais partie de la team introvertie, timide, il se peut que ton Vishuddha soit un peu éteint, un peu dysfonctionnel, hein, que tu aies du mal comme ça à prendre position, à prendre ta place et à exprimer clairement tes envies, tes besoins, tes limites. Hein. Si tu fais partie de cette équipe-là, peut-être il faut un peu essayer de se faire aider, de travailler, peut-être pourquoi pas en prenant quelques cours de théâtre, tu vois, ou d'élocution, ça peut être intéressant. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de lire, parce que plus tu te mets au contact des mots, plus tu développes ta capacité ensuite à les utiliser par rapport à toi, tes émotions, ton ressenti, ta vie mentale et intellectuelle. De l'autre côté, si tu fais partie de l'équipe très extravertie, qui occupe beaucoup de place, qui bavarde, qui fait du chit-chat, qui parle fort, qui s'agite, tu sais, un peu voilà cette équipe de showman, tu sais, voilà, si tu es un peu là-dedans, on en trouve beaucoup chez les conférenciers, chez les enseignants, voilà, des gens qui n'ont pas peur de prendre la parole en public, chez les commerciaux, ou tu sais, ou qui vont même presque un peu trop en faire, tu vois, qui vont être un peu dans la démo, un peu dans le spectacle, tu vois. Bon, dans ces cas-là, il faudra calmer un petit peu Vishuddha Chakra en apprenant à développer l'écoute, en allant vers des temps de silence, de contemplation, des moments en nature, par exemple, où on n'est pas du tout stimulé, où on n'est pas du tout amené à parler, tu vois. Ça peut être intéressant que l'on soit dans l'une ou l'autre des équipes. Et une fois que Vishuddha devient fonctionnel, authentique, un petit peu plus juste, un petit peu plus aligné, il y a une autre qualité qui peut émerger, c'est la clarté. Et ça, c'est une qualité que l'on va trouver au niveau de ton troisième œil, Ajna Chakra. Donc, Ajna, si je devais l'associer à une compétence, ce serait notre capacité à développer notre discernement. Ajna, il est situé entre les sourcils. Et peut-être que tu l'as déjà vu sur le front de Shiva. Shiva, c'est un dieu qui fait partie de la Trimurti, dieu de l'hindouisme très important, qui a la peau bleue, les cheveux longs, peut-être ça te parle, un croissant de lune dans les cheveux, un serpent enroulé autour du cou. Il se déplace sur un taureau. Et c'est vraiment un dieu très très important, et puis c'est aussi accessoirement le dieu du yoga. Et Shiva, il a au niveau de son front un troisième œil qui est à moitié fermé, à moitié endormi, tu vois, un peu un œil somnolent. Ici, il n'est pas question d'un pouvoir mystique ou mystérieux. Hein. Ce troisième œil, c'est simplement notre capacité à voir les choses plus clairement. C'est tout. Voir les choses plus clairement. Observer nos pensées, observer nos croyances, nos automatismes, nos schémas. Faire un peu de tri là-dedans et distinguer tout ce qui va être créé en termes de petites voix par les pensées, les croyances, les schémas, les automatismes, dissocier ça, qui va plutôt être de l'ordre de la peur, d'une forme d'intuition. Hein, parce qu'on te dit l'intuition, développer ton intuition, voir les choses avec plus de clarté, te laisser guider par cette petite voix intérieure. Oui, mais en fait, la petite voix intérieure, si tu n'apprends pas à l'écouter, tu vas pas reconnaître la petite voix intérieure qui te guide vers quelque chose qui est bon pour toi, de celle qui ne fait que rabâcher un truc qu'on t'a appris quand tu étais plus jeune. Attention, il faut absolument faire des économies parce que si on gagne plus d'argent, nanani, nanana, tu vois. Je prends un exemple complètement au pif, random, vraiment, peut-être rien à voir avec ton histoire, mais en tout cas, c'est pas toujours facile, cette petite voix intérieure. On ne sait pas toujours reconnaître la petite voix intérieure intuitive qui m'amène vers ce qui est bon pour moi et qui va m'amener plus de discernement, plus de clarté, de la petite voix intérieure qui en fait va se retrouver être comment dire, le porte-voix, l'écho de tout un tas de trucs intégrés
par l'éducation, par la société, par les convenances, etc., qui en fait ne répondent pas à mes besoins, à mes envies, pas du tout. Donc c'est pas évident. Et pour pouvoir faire ce discernement, pour pouvoir distinguer, on va le dire un peu schématiquement, ces deux petites voix différentes, il faut ralentir. Il faut ralentir. Ajna, le troisième œil, c'est un chakra qui m'invite à être dans l'observation. Parce que si je vais trop vite, si je suis en réaction par rapport aux choses, il y a de grandes chances que je tape à côté. Si je ralentis, si je crée suffisamment de silence pour entendre cette petite voix intérieure, je vais pouvoir l'apercevoir au milieu de ce brouhaha mental, même si elle est recouverte de tout un tas de peurs, d'injonctions, de croyances. Je vais pouvoir discerner, choper cette petite voix qui est la mienne, qui est ma guidance interne, comme une sorte de boussole personnelle si tu veux. Mais il va falloir que je fouille un peu parce qu'au départ, elle va être un peu engloutie par tout un tas de choses qui ne t'appartiennent pas, qui ne nous appartiennent pas. Donc, Ajna, ici au niveau du troisième œil. Quand ce chakra est assez fonctionnel, lorsque ça marche bien au niveau d'Ajna Chakra, et bien justement, on va être capable de se connecter avec beaucoup plus de discernement à des actions, des contextes, des gens, des lieux qui sont juste pour nous. Quand il n'est pas très développé, ce troisième œil, on se sent un peu perdu. On ne sait plus trop où est-ce qu'on va, on a perdu le fil, la direction, c'est quoi ma mission de vie, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, il n'y a plus trop de sens. Et si ce chakra est très 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 actif, on verra ça plus avec le dernier, mais si ce chakra est trop développé, tu sais, ça fait un petit peu des gens qui sont en quête de super pouvoirs, développer la clairvoyance, développer la clairsentience, développer, tu vois, une espèce de rapport au monde qui se fait sur un plan tellement subtil qu'en fait ça déconnecte des autres. Donc là, il faut se méfier un peu, parce que dans cette recherche-là, très dev perso, spiritualité, etc., il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir, pareil, une forme de perdition de soi-même. Donc on fait un petit peu attention à ça. Lorsque la vision devient plus claire, il y a une dernière question qui apparaît assez naturellement et qui va nous connecter à notre dernier chakra, le chakra couronne, c'est pourquoi. Pourquoi on est ici? Alors ça peut sembler ultra métaphysique comme question. Pourquoi suis-je ici? Quel sens je donne à ma vie? C'est presque même vertigineux comme question en fait, tu vois, parce que ça va nous connecter à quelque chose de spirituel, ça va venir taper un peu dans nos croyances, qu'elles soient religieuses ou non, mais ça vient chercher un endroit de voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? À quoi je me relie? Qu'est-ce qui fait sens? C'est difficile ça. Sahasrara, c'est un chakra qui est situé au sommet du crâne. Donc c'est le seul des 7 qu'on aura évoqués dans cette série. C'est le seul qui se trouve en dehors du corps. Et donc il questionne à nouveau l'idée de corps énergétique dont je t'avais déjà parlé dans un épisode précédent. Le corps énergétique qu'on pourrait aussi appeler aura. Ce corps énergétique, c'est un peu comme une espèce de deuxième enveloppe qui se trouve à l'extérieur de ton corps physique, à l'extérieur de ta peau. Donc en fait, le corps physique, la limite corporelle de ton corps, la limite peau de ton corps, c'est pas la limite de ton corps énergétique. Au-delà de ça, il y a encore quelque chose qui se passe. Et donc, Sahasrara Chakra, il est situé dans cette deuxième couche, si je veux dire les choses comme ça. Corps énergétique, au sommet du crâne. Souvent, on l'associe à la fontanelle. Je ne sais pas si tu vois, chez les bébés, c'est la partie de la boîte crânienne qui se solidifie en dernier. Souvent, la couleur de ce chakra, on dit que c'est le blanc. Ah, je t'ai pas dit, pour Ajna, c'est violet. La couleur de ce dernier chakra, c'est le blanc et le symbole qu'on lui associe, c'est un lotus aux 1000 pétales. On va parler de l'ouverture de la conscience, mais c'est pas forcément quelque chose qui se veut religieux. C'est un peu de la spiritualité, clairement, mais il n'y a pas forcément une religion derrière. La croyance, la spiritualité, chacun la vit, l'exprime, l'expérimente à son niveau et de manière ultra intime.
Là, Sahasrara, l'ouverture de la conscience, chercher le sens, c'est aussi se dire qu'en fait, on est peut-être... Il faut qu'on aille vers cette idée qu'on est tous reliés les uns aux autres. Les uns aux autres et qu'on est reliés avec ce qui nous entoure. Il y a l'idée d'unité dans le dernier chakra. Le chakra couronne, c'est celui qui fait la somme de tous les autres. C'est, si tu veux, c'est la ligne d'arrivée, quoi. Donc, je suis passée par tous les autres, j'ai fait le travail sur tous les étages inférieurs, et je me rends compte que finalement, tout ça ne fait qu'un. Finalement, tout ça ne fait qu'un. Je suis reliée aux autres, à la nature, au vivant, à mes valeurs, peut-être aussi à quelque chose qui me dépasse un petit peu, d'accord ? Ça dépend des croyances de chacun. L'univers, on peut appeler ça comme on veut, hein. L'univers, Dieu, je sais pas moi, les synchronicités, l'alignement des planètes, le cosmos. On appelle ça comme on veut. Le karma, que sais-je. Mais dans Sahasrara, on nous invite à dire, en fait, on n'est pas un séparé des autres. Tout ça, c'est un écosystème ultra complexe, énergétiquement. Et tout s'imbrique. Tout s'imbrique. Sahasrara me rappelle que j'ai besoin de sens autant que j'ai besoin de réussite. J'ai besoin de considérer l'autre autant que j'ai besoin qu'on me considère. J'ai besoin de m'impliquer dans le vivant, dans la nature, autant que j'ai besoin d'elle. Elle a besoin de moi, le vivant, la nature, ils ont besoin de moi, autant que moi j'ai besoin d'eux. On est ensemble. Ça, c'est dans Sahasrara Chakra. C'est vraiment un truc, c'est de l'ordre de l'éveil, hein, quand on en arrive là, en termes de conscience, en termes de considération. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que le yoga, c'est pas de la gym sur un tapis. Hein. Dans ces moments-là, tu te rends compte que le yoga, c'est un art de vivre. C'est une méthode pour vivre. C'est pas du stretching, quoi. Comment on fait pour stimuler Sahasrara Chakra? Alors, on a tendance à dire que les postures sur la tête. Bon, pourquoi pas partir sur les postures sur la tête, ou peut-être les postures en inversion, celles où la tête se retrouve en dessous des jambes. Les postures en inversion, comme la chandelle par exemple, sont des postures qui peuvent convenir pour Vishuddha, pour Ajna et pour Sahasrara Chakra. Mais bon, étant donné que dans Sahasrara Chakra, on sort de l'enveloppe tangible qu'est le corps, peut-être finalement, dans les différentes techniques du yoga, on ne va pas aller vers la technique posturale. On va peut-être aller vers des respirations, des méditations. On va essayer de pratiquer la gratitude, peut-être quelques exercices de respiration. On va apprendre à ralentir, à passer du temps dans la nature et à nous nourrir de ce qui nous inspire. On se nourrit, mais pas d'une manière concrète, tangible avec ce que je mange et ce que je bois. Je me nourris de la beauté, je me nourris d'éléments qui sont autour de moi et qui vont en fait... je cherche un synonyme pour nourrir, mais qui vont en fait me remplir autrement. Le fil rouge de ces chakras supérieurs, c'est que finalement, ils vont raconter une seule histoire. Vishuddha, la gorge, ça nous apprend à exprimer notre vérité. Attention à celui qui écoute, et d'autant plus si celui qui écoute, c'est moi-même. Ajna, troisième œil, ça va nous inviter à voir les choses avec davantage de lucidité. Et Sahasrara nous invite à inscrire cette vérité-là, cette lucidité-là, dans quelque chose de plus vaste. Avoir une vision élargie des choses, des gens, du contexte, de la situation, de ce qui nous entoure. Sortir un peu de ce truc de microcosme, tu vois, de petite vie étriquée qu'est la nôtre. Moi, mes intérêts, mon profit, tu vois, mon petit bien-être perso. On expanse, on dézoome. Ces 3 derniers chakras, ils sont vraiment là pour ça. Ils nous rappellent aussi que le yoga, ça consiste pas seulement à bouger, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est aussi mieux vivre ta vie, mieux habiter ta vie, mieux comprendre tes fonctionnements, tu vois ? Et à travers eux, tu vas comprendre, on va comprendre que la véritable évolution, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, hein ? C'est pas changer, c'est se transformer, oui, mais se transformer pour
oser être soi dans sa vérité, Donc voilà, que ce soit sur le tapis ou ailleurs, ces 3 derniers chakras nous invitent à prendre un peu de recul, à comprendre que je ne suis pas uniquement ce que je fais, ni ce que les autres pensent de moi, ni même mes pensées. Je ne m'identifie pas à mes pensées. J'essaye peut-être plus de revenir à une présence silencieuse, qui existe malgré le tumulte, derrière le tumulte. Dans le yoga et dans les Yoga Sutras, on sait que la souffrance, on nous dit que la souffrance, elle naît de ma capacité, de ma tendance plutôt à m'identifier. Je m'identifie, je fusionne avec quelqu'un, avec mes peurs, avec mon environnement, avec un contexte, avec les rôles que je joue, avec les masques que je porte, je m'identifie. Si je commence à défusionner, je vais me rapprocher de mon identité profonde. Celle que je découvre lorsque je cultive le discernement dans Ajna Chakra. Et ensuite, j'ai plus peur. J'ai plus peur de comprendre que je fais partie d'un tout. J'ai plus peur de comprendre que tout est relié. C'est pas effrayant, c'est logique presque. Donc je termine ici cette longue série, mais du coup un peu raccourcie avec cet épisode 3 en 1, cette longue série sur les chakras. J'espère que ça t'aura plu. Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent des chakras. Il y a beaucoup de livres que tu peux aller consulter. Un livre que je te conseille chaudement, c'est un livre qui a été traduit, qui est écrit en italien au départ, je crois, et qui s'appelle Les chakras roue de la vie. L'autrice, c'est Anodea Judith. Donc tu trouveras ce livre assez facilement. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle tout simplement Les chakras, qui est publié chez Erol. Je pense qu'ils le font encore. Moi, ça fait j'ai une vieille édition, mais je pense qu'ils le font encore. Après, il peut y avoir des livres qui sont un peu plus thématisés, par exemple les chakras avec l'aromathérapie, les chakras avec la lithothérapie, les pierres. Tu peux trouver des choses comme ça un petit peu plus spécifiques, mais pour poursuivre ta découverte des chakras dans ce que ça représente au niveau énergétique, symbolique, sans associer d'autres techniques, d'autres manières de réveiller. Si jamais ça t'intéresse, cependant, je peux tout à fait te faire un épisode quelle pierre, par exemple, utiliser pour tel chakra, par exemple, ou quelle huile essentielle pour tel chakra. On pourrait très bien partir sur un truc comme ça. Mais si tu veux rester sur des notions plutôt théoriques et pour comprendre comment ça marche, ce système-là, énergétique des chakras, là, les livres que je viens de te conseiller sont plutôt intéressants. Je termine en te proposant l'image d'un arbre. Puisqu'on a vu les chakras, si je les prends de manière ascendante, le premier, racines. Donc les racines qui plongent profondément dans la terre. Ensuite, le tronc, il est solide, il est fort, il est stable. Les branches, elles s'élèvent vers le ciel. L'arbre, lui, il ne va pas choisir entre la terre et le ciel. L'arbre, c'est comme un trait d'union, il a besoin des deux. Les chakras inférieurs, la nourriture pragmatique, tangible, ce qui vient du sol, qui va lui donner de la force et de la puissance. Et en même temps, il a besoin de cette lumière, il a besoin de cet espace, il a besoin de s'expanser là-haut. Et bien nous, en fait, on fonctionne exactement pareil. On a besoin d'être profondément ancré dans notre corps, relié à nos racines, à notre héritage, là d'où l'on vient, notre histoire, etc. Tout en restant ouvert à ce qui va donner du sens à notre existence. Les chakras, c'est pas une vérité absolue. J'espère que tu n'as pas senti ça dans cette série. Je voulais plutôt te le proposer comme une espèce de carte de lecture. Carte de lecture aussi lorsque tu es dans une errance médicale, lorsque tu as une blessure installée depuis longtemps, quelque chose de chronique qui crée de la souffrance dans ton corps, ça peut être intéressant de questionner autre chose. Et pas juste la tendinite, l'arthrose, pas juste des raisons comme ça ultra pragmatiques et allopathique. Peut-être qu'à un autre niveau, plus subtil, plus énergétique, il y a aussi une piste à creuser. Il y a peut-être un début de bout d'explication. Observe ton corps, observe tes émotions, observe ta façon d'entrer en relation avec les autres et finalement peut-être même avec toi-même. Il n'est jamais question de devenir parfait. On essaye juste d'être un tout petit peu plus présent, un tout petit peu plus conscient. Peut-être même, allez, si ça se trouve, on y va, juste un tout petit peu plus vivant. Et on le fait peut-être en s'aidant de cette grille de lecture énergétique que sont nos 7 chakras principaux.
Merci infiniment d'avoir voyagé avec moi durant tous ces épisodes concernant les chakras. J'espère que ça t'accompagnera au-delà de ton tapis, qui sait. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.